On revient à notre thème de la data. Dans cette deuxième et avant-dernière séquence, on a voulu montrer, partager des retours d'expérience concrets chez un certain nombre d'acteurs, comment ils récoltent, comment ils analysent, comment ils exploitent la data et en quoi l'ensemble de ce processus vient modifier le modèle de leurs entreprises ou de leurs événements. Alors pour nous accompagner dans cette réflexion et nous raconter toutes ces belles histoires de data, j'appelle Elvire de Chalut. On peut les applaudir. Directrice générale de Colloquium. Morgane Pruvot-Maurice, directrice marketing de Reed Exposition France. Je me suis trompé sur ma petite fiche. Bonjour Morgane. Raphaël Dupin, c'est le local de l'étape, directeur général de Cap Science. Camille Caderbet, enfin je sais jamais, excuse-moi, je l'écorche toujours ton nom et je m'en excuse. Camille, c'est le cofondateur de Botspell, une start-up qui est incubée au French Event Booster. Et Corinne. Non, par là, Camille. Merci beaucoup d'être là. On va essayer très rapidement, donc je vais vous demander d'être incisif, synthétique et très concret, que vous puissiez nous raconter un petit peu comment vous collectez, comment vous analysez et comment vous exploitez la data, comment elle vient aussi changer vos modèles, combien elle vient alimenter votre réflexion sur l'avenir de vos métiers, de vos événements et de vos entreprises. Raphaël, on va commencer avec vous. Un petit mot sur Cap Science d'abord. Cap Science, local de l'étape, c'est le centre de sciences de Bordeaux, l'équivalent de la Villette sur les quais. Contrairement à ce qu'on croit, on est un site événementiel. Puisqu'on n'a rien de permanent. Alors c'est des événements qui peuvent être longs, ça peut être des expositions, ça peut être des ateliers, mais c'est toujours un système événementiel. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous de participer à l'Unimev, parce qu'on parle un peu des mêmes sujets. Cap Science, c'est 200 000 visiteurs par an, des familles, des événements à peu près toutes les semaines. Voilà. Il y a une expo sur les robots qui vient de sortir, j'ai lu ça dans la presse ce matin, la presse locale. Hier, une très belle exposition, si vous avez du temps ce week-end, vous êtes les bienvenus. Alors, vous êtes effectivement, vous venez de le dire, une sorte de grand pédagogue de l'innovation et de ses impacts sur le monde. Vous êtes aussi un spécialiste de l'expérience visiteur, c'est au cœur de votre modèle. Comment vous avez intégré cette démarche-là et pourquoi? Alors, on a une mission d'intérêt général, ça veut dire que des fois on fait des trucs assez casse-pieds. C'est-à-dire qu'on est forcé, on n'est pas que des trucs super sexy, des fois on se donne des missions un peu complexes d'aller essayer de faire découvrir des sujets pas du tout bankable à des gens. Donc il faut imaginer quelque chose pour que les gens viennent quand même, puisque c'est payant. Et on a intégré très tôt le concept d'expérience visiteur en disant il faut qu'on leur fasse vivre quelque chose, ça n'a rien de nouveau, surtout dans cette assemblée. Je vais juste vous parler d'un exemple, Luminopolis. Qui va éclairer un peu mon propos. On s'était donné comme challenge de faire une exposition sur la lumière. Alors pour vous donner une idée des ratios, quand je fais une exposition sur un sujet bankable type T-Rex ou Lascaux, on va faire 200 000 visiteurs sur 10 mois. Quand je fais un sujet sur l'économie, ça va être 13 000. Vous voyez, donc il ne faut pas se mentir, la lumière c'est un sujet qui est... Rester humble. Faut rester humble. Et la lumière c'est pas du tout un sujet sexy. Donc on a essayé de le traiter en escape game, mais en escape game multiplayer. C'est-à-dire ils sont 120 à jouer en simultané, le seul moyen c'est de le faire par la donnée. Mais surtout, ce qu'on a développé qui est intéressant, c'est un système qui fait que les équipes, donc on va avoir une trentaine d'équipes, lâchent de la donnée au cours de leur expérience, puisqu'ils badgent tout le temps en permanence, et surtout on influence leur visite par rétroaction. C'est-à-dire que nous, on suit les algorithmes du système, suivent où en sont les équipes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils sont dans une courbe normale, de façon à ce qu'on puisse modifier leur expérience visiteur en temps réel, en fonction de la donnée qu'on a traitée en temps réel, qui nous dit, voilà, cette équipe-là est galère sur ces thématiques-là, ou elle galère tout court, elle n'est pas à la bonne vitesse, elle n'est pas à la bonne cadence, du coup son expérience va être dégradée, il ne va pas se sentir bien, donc là qu'est-ce qu'on fait? Il y a le système envoie aux animateurs sur leur smartphone un message qui dit allez voir l'équipe 22 à l'endroit 36, ils galèrent, il faut les aider. Donc là on y va, puis on s'aperçoit que c'est une grand-mère avec un gamin de 7 ans et que c'est normal qu'ils galèrent dans un escape game parce que c'est pas leur code, donc là on va les aider. A l'inverse, ceux qui vont trop vite, ils vont pas être contents non plus, l'expérience visiteur, ils vont la boucler en une demi-heure alors qu'on leur avait promis 1h15. Donc dès qu'on voit que ça va trop vite, ou dès qu'on voit qu'ils réussissent trop bien,
on envoie un animateur qui tout d'un coup, le maître de la lumière a une nouvelle énigme à leur poser, paf, 6 points de moins. Bon, avec une question sur laquelle ils n'ont aucune chance de gagner, mais pour eux, on les relance dans le game. On influence leur visite là-dessus. Donc chaque équipe comme ça, finalement, a une expérience sans s'en rendre compte, influencée par la donnée qu'ils n'ont pas vue, mais qui est traitée par nous en temps réel et qui fait qu'ils ont une qualité d'expérience de visite qui est à peu près la même. Et on a fait un super beau succès avec ça. Dernier point, parce qu'il faut être impactant et rapide, toute cette donnée, chaque équipe, elle est traitée, donc je vous l'ai dit en temps réel, mais quand ils sortent, puisque nous on est pédagogues, on est médiateurs de sciences, dès qu'ils sortent, ils ont un débrief. Et le débrief, il est individualisé, puisqu'évidemment on a toute la donnée. On sait où est-ce qu'ils ont galéré, on sait quels sont les sujets où ils étaient à l'aise, puis là où ils ont besoin d'un petit complément de pédagogie. Donc paf, en débrief, avec leur plaque, ils avaient une plaque NFC qui permettait de collecter la donnée, ça s'affiche à l'écran, au grand écran, avec nos animateurs qui tout d'un coup leur disent je vois que vous avez galéré là-dessus, est-ce que vous voulez un petit topo sur le sujet, approfondir le sujet. Donc on a une boucle d'enrichissement de leur visite personnalisée grâce à la donnée. Et donc ça c'est un système qu'on a développé sur le Luminopolis, donc une expo qui en ce moment tourne à Toulouse et va à Rouen l'année prochaine, qui est vraiment une très belle exposition, très immersive, où la donnée est absolument structurante et qui a modifié maintenant toute la façon dont on fait tous nos produits. Voilà, ça a eu un impact aussi sur tes futurs, sur vos futures expos et sur la manière dont vous concevez aujourd'hui une exposition thématique. On essaie de plus les concevoir sans cette personnalisation, cette individualisation. L'idéal, c'est même d'avoir des comportements prédictifs sur 1 heure et demie de visite. C'est un peu plus chaud. Mais d'essayer de modifier les contenus qui vont leur être proposés, ou les animations qui vont vivre, ou les incitations à aller dans telle ou telle partie de l'exposition en fonction de ce qu'on a pu capter au début de l'exposition. Ça, c'est l'étape prochaine. J'ai une question sur les évaluations, puisque vous dites à la sortie du parcours, il y a matière à analyser leur niveau de satisfaction. Est-ce qu'il y a des systèmes d'incitation? Parce que la data, c'est ça, c'est pas seulement récolter, c'est comment j'incite à ce que l'usager puisse nous donner l'info. Est-ce que vous avez des systèmes d'incitation ou pas? Parce que le taux de retour sur la satisfaction, est-ce qu'il est de 100% ou est-ce qu'il... Sur la satisfaction, alors nous, la donnée, on la traite que pendant l'expérience. Le taux de satisfaction était bien supérieur dans cette exposition à un modèle d'exposition classique avec plein de manipulations, même s'il y a beaucoup de digital. Là, ils avaient vraiment l'impression d'avoir été individualisés. Sur comment on les incite à donner la donnée, ils n'avaient pas le choix. Le jeu est basé sur le fait qu'ils doivent se loguer. À chaque fois qu'ils font quelque chose, on capte tout. Puisque même si c'était de la manip physique, avant de faire la manip physique, d'aller bouger le verre, ils devaient placer leur plaque d'équipe, et qui fait que je sais que c'est cette plaque d'équipe, et je sais qu'ils ont bougé le verre pendant 1 seconde 22, et que c'est la bonne moyenne. Donc ils n'avaient pas trop le choix côté incitation. Là, on est dans une révision totale de l'exposition et de la manière dont on les conçoit. Cette gamification aujourd'hui, elle est obligatoire dans votre rôle de créateur d'expo, de producteur d'expo, de producteur de parcours scientifico-technique. Dans notre secteur à nous, je considère qu'elle est indispensable parce qu'on a rarement des effets waouh. C'est-à-dire que quand vous présentez Van Gogh, honnêtement, voilà, ça marche tout seul. Quand vous faites un truc sur la lumière, sur les robots, vous avez besoin de quelque chose qui fasse que l'expérience visiteur soit dense. Parce qu'on n'est pas sur des sujets, des fois on est sur des sujets un peu arides. Donc pour moi, c'est absolument indispensable maintenant que ce soit intégré partout chez nous. Merci de cet exemple tout à fait intéressant d'exploitation de ces données en temps réel pour changer, modifier, accompagner l'expérience visiteur. Elvire, autre utilisation, autre démarche, Colloquium, quelques mots sur Colloquium? Colloquium, on est un organisateur de congrès médicaux. On organise une 40aine de congrès par an qui vont de 500 à 10 000 personnes à peu près. Alors, quel est votre rapport, vous, chez Colloquium, à la data? Quel type de réflexion vous menez? Alors, donc nous, un peu ce qu'on a déjà dit ce matin, on constate qu'on a beaucoup de données et qu'on n'en fait pas grand-chose. Et ça, c'est un constat qu'on a eu à peu près il y a 5 ans. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on professionnalise en tout cas cette collecte de données en sachant pourquoi on veut de la donnée et qu'est-ce qu'on va en faire. Et on a commencé à faire ça avec un objectif d'utilisation plutôt marketing sur comment je vais pouvoir mieux cibler les personnes qui participent. Comme nous, on est sur un métier médical, il existe beaucoup de données INSEE sur les populations médicales et donc on a la possibilité de comparer les participants qui viennent au congrès avec les données INSEE pour savoir où est-ce que je vais cibler les participants qui ne viennent pas pour pouvoir mieux communiquer sur mon congrès. Ça, c'était la première chose. La deuxième manière dont on commence là aujourd'hui à exploiter la data, c'est au niveau de nos budgets. Donc on a développé un outil qui vient comparer tous nos budgets congrès, puisqu'on en a du coup une 40aine par an. Et cet outil va permettre de donner
des indications en fait au chef de projet pour savoir dans quel poste budgétaire il va pouvoir faire des économies, puisque ça va venir comparer ça avec tous les autres budgets, et on va sectoriser un peu les congrès au fur et à mesure dans notre algorithme pour faire en sorte que la manière dont c'est comparé devient de plus en plus fine à partir du moment où on a de plus en plus de budget à l'intérieur de l'outil. Donc là, l'outil, on l'utilise depuis 2 ans maintenant. Donc on n'a pas encore suffisamment de données pour avoir quelque chose de très 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 fin, mais ça nous donne déjà des petites indications, et maintenant le but c'est de le compléter et d'affiner. Première utilisation d'un point de vue marketing, j'adresse pour améliorer les adressages de bons messages aux bonnes cibles. Exactement. Ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui De classique. de plutôt classique. Ouais. Quel est le point d'amélioration sur ce point-là aujourd'hui? En tout cas, sur qu'est-ce que vous voulez faire un peu plus tard? Alors, sur quoi vous réfléchissez? Alors, ce sur quoi on réfléchit et dont on a amorcé la réflexion l'année dernière grâce à un challenge Unimem, c'est utiliser nos data pour essayer de prédire la fréquentation à un congrès. Donc nous, ce qu'on a fait avec l'ICD, c'est on leur a donné des datas de nos congrès, donc une dizaine de congrès sur 5 ans, et on leur a demandé de nous dire s'il y avait des critères qui pourraient ou pas nous aider à prédire la fréquentation à un congrès. Donc on leur a donné des congrès qui sont à la fois itinérants, donc qui bougent un peu partout en France, ou des congrès qui sont sédentaires en général à Paris. Et on leur a donné une liste de critères qu'on instinctivement on pensait qu'ils pouvaient avoir une influence sur la fréquentation d'un congrès, donc l'offre hôtelière d'une ville, ou le soleil, ou je ne sais quoi. Et puis on leur a demandé ensuite de nous donner aussi des critères que eux pourraient éventuellement, en étudiant des data, qui pourraient trouver des critères qui viendraient éventuellement nous aider à dire si on va dans telle ville, je suis sûr que j'aurai X% de plus que si je vais dans une autre, etc. Ça a donné des petits résultats, c'est pas des résultats, j'ai pas encore la solution précise, mais en tout cas, ces premiers résultats sont encourageants, et on a envie d'aller un peu plus loin là-dedans, et on sent que si on veut aller plus loin là-dedans, il faut qu'on ne soit pas les seuls. C'est-à-dire que nous, on n'a que 40 congrès finalement, et donc si je veux avoir quelque chose de vraiment pertinent, il faut que je puisse avoir aussi d'autres congrès avec lesquels comparer tout ça. Et donc on a amorcé un peu une discussion au sein du groupement des PCO d'Unimem pour voir un peu où ça pourrait aller. Mais bon voilà, ça reste un peu embryonnaire à ce stade, mais en tout cas les premiers résultats étaient plutôt encourageants sur l'idée de dire qu'on va pouvoir trouver quelque chose, quoi. Concernant cette donnée-là, est-ce que c'est une commande des sociétés savantes qui reste quand même votre cible commanditaire première? Non, c'est nous qui l'avons initié parce que... alors la première chose, c'est que les sociétés savantes, donc c'est tous des scientifiques, ce genre de trucs, ils sont très à l'écoute d'études très scientifiques qu'on pourrait faire sur le sujet, et dans notre milieu, il n'en existe pas beaucoup. Donc on s'est dit que ça pourrait vraiment leur parler. Et d'autre part, quand ils choisissent une destination où ils veulent aller, ils ont quand même souvent une crainte de penser qu'ils vont pouvoir attirer un peu moins de personnes, éventuellement dans certaines destinations. Et donc c'est un moyen pour nous de leur apporter un élément complémentaire dans le choix de la destination quand ils sont sur plusieurs destinations possibles, quoi. Deuxième utilisation, alors là on est dans quoi? On est dans la gestion d'entreprise, dans le management budgétaire des événements. Et là aujourd'hui, quel est le next, si je puis dire, sur des utilisations budgétaires, donc des comparaisons, les budgets entre... Alors le next, c'est de compléter bien pour qu'on ait de plus en plus de data à l'intérieur. Après, sur la partie budgétaire, je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je ne vois pas, mais peut-être que ça va venir, pour apporter des solutions. Je pense que le reste, ça reste quand même du travail vraiment humain sur la partie budgétaire, sur lequel on ne va pas pouvoir, je pense... Il doit y avoir des grandes marges de manœuvre. Ouais. Merci de ces explications. Morgane, oui. Un mot sur Reed Exposition France? Alors, Reed Exposition, c'est un organisateur d'événements avec une 40aine de salons par an sur de multiples secteurs d'activité. Donc, ça va des foires d'art à la FIAC Paris Photo, au Mondial du bâtiment, en passant par le tourisme, la construction. Voilà. Grande variété. Exactement. Quelle appréhension vous avez de la data aujourd'hui Alors, la data, on avait beaucoup de data. On avait énormément de la data fraîche, puisqu'elle se renouvelle tous les ans. Ce qui est positif et négatif parce qu'il fallait la centraliser, la collecter et pouvoir l'exploiter en tout cas. On a donc 2 chantiers. Le premier d'agréger cette data et
et de la profiler et de la scorer pour l'utiliser. Donc ça, c'est un projet de transformation vraiment de l'entreprise. Et un deuxième projet, on a mis en place des équipes et on a restructuré complètement la fonction de marketing digital sur des départements d'inbound avec des responsables acquisition chez nous, puisque ça, c'est les enquêtes Univev. On a des pertes de visitorat sur certains marchés. Et c'est comment capter des audiences qui ne venaient plus ou pas du tout au salon, et avoir des méthodologies d'inbound associées avec de la data. Voilà. Alors, vous avez pris donc un certain nombre d'initiatives. Pour quels résultats? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui tu peux d'ores et déjà mesurer un certain nombre de résultats dans un certain nombre de salons ou de domaines? Alors oui, sur l'inbound, effectivement, donc grâce à la data, grâce à nos données de Customer Insight. Oui. Alors il y a une méthodologie, donc on va chercher qui sont nos clients en élaborant des personas. D'ailleurs, j'avais montré des slides de persona, donc ça c'est un exemple d'un persona sur un salon donné. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche? 1, 2, 3. Syndrome Jérôme Bonaldi, toujours, non? Oui, c'est un exemple de persona, en fait, pour avoir des profils types sur nos clients et les points de douleur qu'ils pouvaient avoir, mais pas que dans l'univers de l'événement, mais dans son univers et dans son écosystème à lui. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle des mind maps. Donc, en fonction de ce persona et de ses points de douleur, donc là, il y avait 2 slides. Bon, ça ne marche pas, on vous les montrera plus tard. Pour répondre à leurs problématiques qui ne sont pas liées à leur événement, mais liées à eux, en fait, et créer des contenus associés. Et on ne parle plus de nous, mais alors ça, c'est le persona, effectivement. On ne parle plus de nous, mais on répond à ce que eux ont comme problématique. Et donc on crée c'est une fiche, c'est des fiches, c'est des profils avec des points de douleur. Et ça, c'est la data qui nous permet de faire ça. Et sur la deuxième, si on peut le voir, voilà, ça c'est un exemple de mind map, donc où il y a les points de douleur et où on associe des contenus en fonction des points de douleur qui ne sont pas du tout liés à l'événement. Et donc là, on leur parle d'eux et on ne parle pas plus de nous. Ok, donc voilà, vous avez déterminé qui étaient vos cibles, vous avez essayé de déterminer, de profiler, si je puis dire, ces cibles-là. Exactement. Et pour leur apporter des contenus indépendants de l'événement que vous organisez. Exactement. Et les premiers résultats, donc c'est des stratégies à long terme, de toute façon. Donc on change aussi de dynamique dans nos équipes. Et l'idée, c'est d'avoir des leads. Donc on commence à avoir des leads visiteurs. Et là, on l'amorce sur la partie exposant, des leads de personnes qu'on ne serait jamais allé chercher. Donc ça renouvelle un peu votre capacité d'attractivité auprès des exposants et des... Exactement. Donc là, c'est encore une fois une démarche que vous avez initiée il n'y a pas très longtemps. Quels sont les freins que vous observez en interne, par exemple? Alors le frein, c'est le changement organisationnel, puisque ces méthodologies-là impliquent des nouvelles organisations et surtout la production de contenu, puisque la machine est nourrie par le contenu et du coup on doit changer notre mode de fonctionnement, notamment sur la population marketing. Est-ce qu'il y a un impact aussi, est-ce qu'il y a des freins chez les visiteurs dans leur capacité à rentrer dans ce jeu-là et de livrer de la data, par exemple? Alors, les visiteurs moins, puisque là, on parle plutôt pour eux et on améliore leur expérience avec nous. Donc, c'est plutôt l'optimisation de l'expérience client. Donc, à l'externe, ça se passe très bien. C'est plutôt l'interne. À l'interne, exactement. Changer de modèle. Exactement. On parlait de conversation ce matin. C'est oui. Effectivement en marketing aujourd'hui. J'imagine que vous êtes aujourd'hui dans une démarche conversationnelle avec vos exactement. Okay. Merci de ces premières explications. Camille. Alors, Botspel, tu n'as pas encore la notoriété d'un RID Exposition France. Mais on travaille ensemble. Main dans la main, d'ailleurs. Alors, Botspel, qu'est-ce que c'est que Botspel? Alors, chez Botspel, on crée des chatbots, encore une fois, qui vont être multilingues, qui vont être multiplateformes et qui vont permettre d'accompagner différents types de profils,
les visiteurs pros, les visiteurs grand public, les journalistes, les prestataires, sur l'ensemble des questions qui sont récurrentes. Et on va les accompagner en amont des événements, pendant les événements et après. Donc c'est une solution assez globale. Alors tu es une start-up innovante, effectivement les chatbots s'alimentent par, j'imagine, beaucoup de data, il faut effectivement alimenter la machine de data. Et sur le sujet justement des data, toi qui es un peu un prestataire spécialisé, quel regard tu portes sur la maturité des acteurs événementiels? C'est très variable, très variable. Avec certains acteurs, certains types de salons, de congrès, on va récupérer des fichiers Excel, encore. On va devoir les traiter. Et chez d'autres, on va être complètement intégré dans le parcours client. On va récupérer on va se connecter à leur base de données. On va se connecter au compte des utilisateurs pour pouvoir les identifier sur soit un salon, soit sur plusieurs salons. Donc c'est très variable et aujourd'hui on doit traiter avec toutes ces typologies. On apporte aussi le conseil en disant voilà ce qui est fait ailleurs, voilà comment on pourrait, voilà ce dont on a besoin et comment on pourrait améliorer chaque événement. Justement, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui, d'après toi, alors peut-être sur ceux qui sont le moins outillés, ouais. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour justement bien collecter cette data et pour bien l'analyser? Plusieurs choses. La première, c'est déjà savoir que tous les événements utilisent une multitude de solutions. Et toutes ces solutions ne sont pas vraiment connectées entre elles. Et à cause de ça, on a beaucoup de pertes de data. On a été très frustré sur un événement parce que on a réussi à capter la donnée sur l'utilisateur avant qu'il arrive sur le salon, pendant tout son parcours pendant le salon, même après. Et on avait un prestataire, une billetterie, qui ne nous permettait pas de traquer l'achat. Et à cause de cette donnée manquante, on n'a pas pu avoir tout le parcours client qui était complet. Donc il y a un travail à faire avec tous les acteurs du marché, que ce soit des startups ou des solutions qui sont un peu plus vieilles, pour pouvoir globaliser l'expérience. Oui, parce que je me mets à la place d'un organisateur d'événements ou de congrès, ou même à un moment donné, c'est vrai qu'ils ont face à eux une multitude de services nécessaires, le prestataire billetterie, le prestataire chatbot, le prestataire application, etc. Qu'à un moment donné, c'est compliqué de pouvoir construire une expérience et un parcours client pertinent quand on a comme ça, quand on doit agréger différents partenaires. Comment on essaye de lever ce frein-là? En travaillant sur du long terme avec ces entreprises, c'est ce qu'on a commencé à faire avec Reed, avec d'autres acteurs. Un événement ne suffit pas pour avoir assez de retour sur expérience pour mettre en place les choses. Donc il faut travailler sur plusieurs événements, plusieurs typologies. Aujourd'hui on a des foires, la foire de Paris, on a des salons, le Bourget, IFTM, on a aussi des plus petits événements comme Bioderma. Et toutes ces datas qu'on récupère, toutes ces expériences qu'on va créer pour chaque type d'événement, on va être capable de les mutualiser et prendre le meilleur à chaque fois pour l'appliquer sur les différents projets. Je vais vous poser une question basique, oui. Mais parmi les freins, parce que les bases de données, c'est souvent le fonds de commerce de l'entreprise. Hein. Voilà. Hein. Et quand on va travailler avec un prestataire, ou partenaire, qui devient très vite partenaire, parce que vous parlez de long terme, l'idée c'est de travailler sur des choses qui puissent servir l'intérêt des publics et de l'entreprise, c'est qu'il peut y avoir le frein de se dire, oui, mais j'ouvre les vannes de ma propriété. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme garantie pour expliquer d'abord que ça marche, que les données sont protégées? Voilà, souvent la crainte des entreprises, c'est de se dire oui, mais là j'ouvre ma base. Alors souvent elle n'est pas très bien travaillée. La preuve c'est qu'ils s'interrogent pour faire valoir un prestataire comme vous. Mais vous, par exemple, quelles sont les garanties que vous donnez? Aujourd'hui, en tant que prestataire, on est obligé de respecter la GDPR. Donc ça, c'est une garantie qu'on peut apporter. Et puis après, c'est techniquement, on est obligé de respecter les normes. Donc, à partir du moment où on respecte ces normes, on peut avoir cette relation de confiance. Nos bases de données à nous sont segmentées. Quand on travaille, on sait qu'on travaille avec
travaille avec Comexposium, on travaille avec Reed, ce sont des entreprises concurrentes, et on doit apporter aussi cette garantie que les données ne vont pas transiter. Quand je parlais tout à l'heure de mutualisation, on va mutualiser plutôt des expériences, pas forcément la data, mais ce sont les expériences qu'on va créer qui vont pouvoir être mutualisées et qui sont communes. C'est un avantage pour tout le monde de pouvoir mutualiser quelque chose qui marche. Et sans ça, on ne pourra pas avancer. Alors tu me contredis si je suis dans l'erreur, mais à un moment donné, peut-être qu'un client d'un salon de Comexposium va poser à travers le chatbot une question qui est n'importe quoi, à quelle heure ouvre le restaurant. Oui. Imaginons que cette question-là n'ait pas été encore posée, enfin j'imagine que ça se passe comme ça, n'ait pas été posée par un type de clientèle autre que celle de Comexposium. Et ben à un moment donné, le fait que la machine apporte une réponse à cette question-là va servir toute la communauté. Exactement. On a des sets de questions, jusqu'à 2000 questions qui sont déjà préconfigurées. Et à chaque fois qu'on va créer un nouveau chatbot pour un événement, on va sélectionner les questions qui sont les plus pertinentes et on va devoir chercher les réponses avec l'organisateur. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a déjà beaucoup de questions qui sont préconfigurées, on gagne beaucoup de temps. Et l'intérêt, c'est que ça vienne s'enrichir aussi, Exactement. et donc enrichir la machine fois. qui devient de plus en plus pertinente. Exactement. On a des taux de satisfaction de réponse qui atteignent 98%, parce qu'on a cette expérience et cette expertise sur le domaine de l'événementiel. Merci beaucoup Camille de ces explications. Moi j'ai une question qui s'adresse à tous les quatre. Collecter, analyser, puis alors exploiter, ça coûte cher, enfin, ça nécessite des investissements, ça nécessite des ressources financières, humaines, techniques. Aujourd'hui, comment vous faites? Enfin, qui paye? Est-ce que c'est vous? Enfin oui, j'imagine que c'est vous, mais enfin voilà, qui paye à un moment? Est-ce que ça se répercute bien évidemment chez vos clients? Enfin, comment vous gérez cette partie? À vous tous vous écoutez, vous avez tous des projets, ou en tout cas cette réflexion sur les datas est vraiment inhérente à chacune de vos activités. Et comment, voilà, où vous allez chercher ces budgets-là, ces ressources-là et ces investissements-là? Moi, je dirais que ce qui coûte cher, c'est d'avoir de la donnée et de ne pas l'exploiter. C'est-à-dire, avoir de la donnée et de l'exploiter, c'est de l'investissement. Perdre de l'argent parce qu'on ne sait pas utiliser la donnée, c'est du fonctionnement et c'est encore pire. Donc, c'est pas la question de savoir si ça coûte cher. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et quels sont les barrages qu'on a à passer pour réussir à utiliser cette donnée. Je parlais tout à l'heure, je disais que chez nous, on l'utilise que au moment de l'expérience. Une des raisons, c'est qu'on est bloqué par le système billetterie. Le système billetterie m'empêche d'avoir la continuité utilisateur de la donnée entre le prospect qui vient sur le site, qui prend son billet, tout d'un coup il disparaît, il revient chez nous, hop, il fait ça, mais là je vais remettre de l'argent pour être sûr d'avoir le pontage entre les deux. Ça va coûter, pour moi, je vais considérer que c'est trop cher de toute façon, mais ça va coûter cher, mais ce pontage-là me permettra encore plus de personnaliser la visite parce que dès le départ, je saurai qui il est. C'est un investissement et j'espère que du coup ils vont en parler en disant j'ai eu une super visite. C'est un investissement, ça coûte cher, mais c'est juste ballot de ne pas le faire en fait. Enfin, cette question des ressources, tu as commencé à en parler tout à l'heure, c'est des équipes différentes, c'est des... Oui, alors pour le cas de RID, c'est vrai qu'on a la chance de faire partie d'un groupe, ce qui fait qu'on mutualise sur les différentes entités et qu'on peut se doter de solutions performantes. On a déployé toutes les solutions Oracle chez nous, et puis Eloqua sur le marketing automation, donc ça nous aide. Après, comme le disait, c'est notre fuel, la data. Enfin, pour la production d'événements, c'est notre fuel, donc ce n'est même pas une question de ne pas investir dedans. Elvire? Donc nous, on est plutôt une PME, donc on n'a pas les mêmes moyens. Mais je dirais que pour la collecte, c'est pas le sujet parce qu'on collecte de toute façon l'information par l'inscription et qu'on a déjà des systèmes qui collectent, etc. Sur l'analyse et l'exploitation, nous, la partie marketing et budgétaire, on l'a développée nous-mêmes. On a un dev en interne qu'on a recruté il y a 5 ans maintenant, qui nous fait tous nos devs pour nous. Et ensuite, sur le dernier point qu'on est en train d'investiguer sur la prédiction des fréquentations des événements, on sent que ça nous dépasse. Et là, on s'est tourné un peu vers Unimeb et on attend de voir un peu ce que ça va donner, mais clairement, je pense qu'on ne pourra pas le faire que nous. C'est beaucoup trop, je pense, ça doit coûter bien trop cher. Et donc là, je ne sais pas comment on financera, mais en tout cas, ça ne me paraît pas être possible que ce soit nous qui le fassions. En tout cas. Camille, est-ce qu'il y a des freins budgétaires ou des freins de ressources dans toute cette démarche-là? En tant que prestataire, on a de toute façon un devoir d'accompagnement sur les datas. Et nous, on investit aussi en interne
pour pouvoir aller plus loin que ce qui est écrit sur le devis. Ça, c'est vraiment important. Depuis le début, c'était notre démarche. C'est qu'on veut essayer d'aller plus loin. On a des recommandations qu'on peut appliquer. On a des expériences qu'on n'avait pas prévues et qu'on va quand même développer parce qu'on veut trouver le meilleur usage. Et ça, c'est important que les prestataires puissent aussi investir en interne pour pouvoir améliorer les datas de nos clients. Est-ce que vous croyez que toutes les démarches que vous avez entreprises autour de la data vont à terme aboutir à un changement de votre modèle? Raphaël. Oui, parce que je vais me baser sur ce que disait Morgane sur les douleurs, tout le design thinking. Tout ça nécessite une collecte de données. Je fais juste une aparté, parce que la data, on a parlé de l'acquisition. La satisfaction, dans mon secteur à moi, avec la taille de Capscience, 200 000 visiteurs par an, si je prends un commentaire à 1 étoile sur TripAdvisor, je perds 1000 visiteurs. Ouais. Si je prends un commentaire à 5 étoiles, j'en gagne que 100. Ça vous donne une idée de l'importance de traiter les irritants, ce que tu appelais les douleurs, et d'être capable de les traquer individuellement, d'être capable de suivre chacun de ces visiteurs pour éviter d'avoir des 1 étoile. C'est absolument stratégique, c'est-à-dire que donc ça va bouleverser. Pour faire ça, il faut qu'on mette en place tout le traitement de la donnée du parcours visiteur avant, pendant, après, qu'on soit capable de le suivre, qu'on soit capable de traiter les process internes, qu'on soit capable de changer l'organisation pour la mettre au service de cette expérience-là. C'est pas juste la data, c'est toute l'organisation qui est structurée par cette démarche du visiteur. Moi, j'aime pas trop le mot data. Le data, ça oublie que c'est une personne qui est derrière. C'est cette personne-là qu'on suit. Et on a plusieurs façons de la suivre, la data étant une des façons. Donc oui, pour moi, c'est inévitablement, ça bouleverse pas que le processus, ça bouleverse, ça a été dit par Elvire et par Morgane, ça bouleverse les organisations, ça bouleverse le mode de management et la façon dont on considère notre visiteur. Morgane ? Oui, alors sur le modèle, si on prend le business événement de la rencontre, non, moi je crois pas qu'elle va bouleverser dans le sens modèle business. Alors on ne vend plus que des mètres carrés. Après, donc sur le modèle de relation, non, par contre, dans notre approche à nos clients, qu'ils soient visiteurs ou exposants, et dans l'expérience qu'on leur propose, oui, ça va changer et ça nous structure effectivement en interne parce que le client doit être notre dénominateur, tout service confondu, commun en tout cas. Je suis assez d'accord, moi je pense qu'on continuera toujours à faire des congrès médicaux, il faut les former, nos médecins, donc de toute façon ça doit continuer. Après pour moi, la data c'est plutôt l'outil qui doit encadrer un peu tout ce vers quoi on veut aller. En revanche, je pense qu'en tant que PCO, moi j'ai des clients qui viennent me voir pour organiser leur congrès. Moi, si je me mets pas là-dedans, je pense que demain, j'existe plus, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse proposer à mes clients des outils qui vont dans ce sens-là, parce que les autres, on va tous y passer. Donc, si demain, moi, je suis la seule à pas le faire, c'est évidemment que je n'existe plus après, quoi. Et est-ce que vos clients sont prêts à payer une surcote ? Vous payez parce que quelque part, c'est vos clients qui payent ces développements. Ouais. Alors non, par exemple sur la partie budgétaire, dont je vous parlais, ça c'est nous qui avons payé le développement et c'est nous qui l'utilisons et en fait on comprend, on va dire, ces développements-là dans nos honoraires. Et en revanche, on considère que ce que nous apportent ces développements-là, qui vont être une optimisation du budget, ça va se retrouver dans la satisfaction client puisqu'ils vont gagner plus d'argent grâce à nous. Donc en fait, moi je fais des leads et là-dedans je vais les garder. En revanche, je dirais que sur tout ce qui est expérience visiteur, etc., ils sont pas prêts à payer. Non. Dernière question, dernier tour de table sur la personnalisation. On en parle beaucoup, la personnalisation du parcours client, la personnalisation du parcours visiteur. Est-ce que c'est un véritable objectif qui sera satisfait à terme ou est-ce que c'est une douce illusion, cette personnalisation? Ah bah elle est inspirante ma question. J'ose espérer que c'est les affres de la vie nocturne bordelaise qui vous empêchent d'avoir les neurones alignés ce matin. Camille, la personnalisation, c'est... D'un point de vue chatbot, c'est le domaine, le chatbot est hyper personnalisé. Il est évolutif et on est obligé de segmenter les différentes personnes qui vont poser des questions au chatbot. Tout à l'heure, je parlais des journalistes, des prestataires. On est obligé de créer des expériences différentes pour eux.
Quand on va récupérer autant de données qu'on récupère dans un chatbot, en amont, par exemple, on va savoir quand est-ce que la navette numéro 1 a été en retard. Et ça, ce sont des données qui vont permettre d'améliorer le parcours du visiteur en amont parce qu'on les a récupérés. Des gens ont parlé au chatbot pour exprimer leurs besoins ou leurs plaintes. Quand on est sur des parcours sur place, on va aussi optimiser l'expérience. On va personnaliser le chatbot soit en couleur, soit en wording. On va adapter le langage du chatbot en fonction de la personne et on va augmenter le taux d'engagement grâce à ça. On se rend compte que les gens reviennent sur le chatbot parce qu'on a réussi à créer un premier lien en amont et ils vont continuer à revenir, poser des questions dès qu'ils ont un besoin. Donc c'est hyper important la personnalisation et l'amélioration du parcours client pour nous. Sur la personnalisation, pour monsieur, par exemple, où le parcours est vraiment bien scellé, d'un point de vue managérial, parce qu'il y a l'outil, puis après, il y a le présentiel. Hein. Quel impact ça a eu vis-à-vis de vos équipes? Parce que souvent, la formation confiée aux visiteurs peut être plus puissante que la posture que peut avoir un collaborateur. Et vous avez traité ça comment? C'est-à-dire le rapport en clair, si vous voulez, dans un parcours visiteur, à partir du moment où l'information et la conversation est digitalisée, il y a quand même un accueil physique, enfin vous avez quand même des équipes. Bon, voilà, il y a un minimum requis et comment vous avez mis en adéquation voilà, cette expérience digitale autour d'un management d'équipe qui soit complètement en mouvance avec le niveau de satisfaction attendu qui fait que voilà, derrière il y a des captations de visiteurs à développer. Alors contrairement à ce qu'on croit, ça renforce la nécessité humaine. Pas du tout l'inverse. C'est-à-dire que ça n'a pas fait disparaître. Alors c'est des partis pris aussi. Hein. C'est-à-dire que CapScience fait partie des quelques centres de sciences en France qui a conservé de la médiation humaine. La majorité, vous allez à la Villette, vous avez des gardiens, mais vous n'avez personne dans l'exposition qui vient vous accompagner. Nous, le parti pris qu'on a depuis toujours, c'est de dire qu'en fait, le héros de l'exposition, c'est pas l'exposition, c'est la rencontre, souvent scénarisée, souvent individualisée, même, peut même être personnalisée, peut même être calibrée. Mais c'est cette rencontre impromptue avec un être humain et la famille qui va être là et qui va rencontrer cet être humain. Et dans cette rencontre-là, il va se passer quelque chose. Mais la data, par exemple, nous aide à calibrer cette rencontre, nous aide à cibler qui on veut aller voir parce qu'on sait que c'est ça. Les vrais héros, c'est les personnes. Donc en termes managériels, ce que ça change chez nous, c'est qu'on remplace la technicité par la posture. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de médiateurs scientifiques, techniques. Ça, le gameplay digital, la proposition adaptée au niveau des personnes, à leur niveau de langage, etc. On sait faire. C'est-à-dire que tout le gameplay va faire en sorte que ça va bien se faire. Par contre, mes animateurs, ils servent à jouer un rôle maintenant. Ils deviennent des animateurs, ils deviennent des showman, ils deviennent quelqu'un qui joue dans un gameplay et qui viennent enrichir la visite. Donc managérialement, ça ne va pas poser de problème. D'abord parce qu'en fait, mes animateurs, c'est que des temporaires liés à la typologie de l'expo. Si je fais une expo sur un sujet, je prends des gens du sujet. Mais maintenant, je cherche de plus en plus des théâtreux, des intermittents du spectacle, des gens qui vont avoir cette capacité à faire vivre quelque chose, mais souvent avec des consignes. Ils vont recevoir une consigne, on va les aider dans un scénario. Donc c'est au contraire, le digital n'enlève pas l'interaction humaine. Vous prenez mes collègues de l'ASCO, l'ASCO 4, là, ils avaient fait un super beau boulot, je ne dis pas ça parce que c'est CapScience qui avait été le prestataire, mais en l'occurrence c'est un très beau boulot, de tablettes digitales, de visites, etc. Ils commencent à en enlever une grosse partie pour remettre de la médiation humaine, parce que vu que l'écran est partout, en fait, il y a une confusion entre le téléphone du visiteur et l'écran qu'on lui propose. Il est pas, enfin, ça l'intéresse moins. En plus, l'écran qu'on lui a proposé est moins chouette que son téléphone, et qu'en fait, c'est pas ça qu'ils sont venus chercher. La visite va être non pas personnalisée, mais individualisée, c'est-à-dire c'est chacun sa visite, mais on ne sait pas qui vous êtes. Personnalisé, c'est chacun sa visite et on sait qui vous êtes. C'est-à-dire que c'est moi, Raphaël Dupin, ma visite ne sera pas la même que celle de Camille derrière, parce qu'on sait qui ils sont. On va l'individualiser au sens où je ne vais pas me comporter comme l'autre et donc on va me proposer des choses par cohérence de nuage de points, par cohérence d'analyse de données, des choses individualisées. Mais l'ASCO revient par exemple sur de l'humain. Mais on passe de l'informateur au showman. Donc ça veut dire que... De plus en plus, oui. Voilà. De plus en donc plus. Ça change les profils. Ouais, et la valeur ajoutée, du coup, est beaucoup plus sur le côté humain. Expérientiel que technique, quoi. Voilà. Dernière question, dernier petit tour de table. Il nous écoute, enfin je sais pas où il est, mais si vous aviez une question à poser à Gilles Babinet justement sur l'exploitation de la data et sur le renouvellement de l'expérience visiteur, congressiste, participant, laquelle serait-elle? C'était dans votre machin, ça, non?
Non, c'est aller plus loin, puisqu'il y a encore un niveau à franchir, et comment on va exploiter l'intelligence artificielle dans les événements. Elvire? C'est un peu les mêmes sujets, mais je trouve que nous, métier de l'événement, on est un peu dedans tout le temps, et je pense qu'on n'a pas forcément l'ouverture d'esprit parfois pour se rendre compte de ce qu'il peut avoir en dehors de nous et qui pourrait potentiellement impacter nos événements demain. Et moi, je serais assez intéressée d'avoir un avis extérieur, justement, de quelqu'un qui connaît bien le numérique, pour voir qu'est-ce que c'est pour lui un événement et qu'est-ce qu'on peut en faire demain, au-delà de tout ce dont on parle, l'expérience visiteur, etc., qui sont assez classiques finalement comme sujet aujourd'hui. J'espère qu'il nous écoute. Raphaël? La question que j'aurais, c'est plus, là pour l'instant on parle tous de l'exploitation de nos données chacun. C'est plus comment est-ce que l'avenir va être au partage de données inter. Comment ça peut se faire dans le cadre des RGPD, dans tout le cadre légal qui nous empêche de faire beaucoup de choses, alors que d'autres opérateurs américains font des choses très intéressantes en croisée. Nous on est très limité. Moi j'aimerais bien savoir si un jour on arrivera à se partager des données de façon parfaitement légale et transparente vis-à-vis du visiteur, sans lui voler sa donnée, de façon à avoir cette personnalisation dont on parlait, à savoir: ah mais monsieur machin, vous étiez à l'Unimem la semaine dernière, ça me fait plaisir de vous revoir. Voilà. Là on est dans quelque chose qui commence à avoir une vraie gueule en termes de personnalisation, mais qui est totalement impossible, puisqu'on arrive tous avec nos petits fichiers Excel qu'on envoie à Camille. Et ça reste malgré tout avec des gros potentiels, mais assez, on n'est pas du tout au rêve dont on pourrait rêver. Camille? Je rejoins un peu Raphaël. Ce serait comment on fait pour mutualiser nos compétences, créer une cellule commune pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. C'est surtout ça. Comment créer un bloc solide pour pouvoir innover davantage. Mutualisation des datas. Gilles, on vous attend, je ne sais pas si vous avez écouté, mais on vous attend sur ce sujet-là. Merci beaucoup à tous les quatre.